et commandant Jacques, à tous les auditeurs du Christ, merci pour votre fidélité. Effectivement, pour le moment, moi, je ne sais pas grand chose, mais j'ai vu ce qui s'est passé, j'ai vu les signatures, j'ai vu les déclarations. Sister Sarah, cette alliance s'imposait. Elle s'imposait face à une dérive gouvernementale. Et si on n'arrache pas le pouvoir des mains de Dramane Alassane d'ici les élections de 2025, la Côte d'Ivoire, Dramane Alassane va détruire totalement la Côte d'Ivoire. Nous reviendrons là-dessus pas à pas. Donc, c'est une alliance qui s'impose. Je suis très content, très heureux de la présence du GPS à nos côtés. Nous voulons une Côte d'Ivoire unie avec toutes ses partisans, avec toutes ses composantes, du moins. Ce n'est pas une Côte d'Ivoire à sens unique comme le RDR qui nous impose une gouvernance la plus mauvaise que la Côte d'Ivoire n'a jamais connue. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent, même au sein du RDR, la manière dont il gouverne, la manière dont les gens sont choisis, le népotisme, le régionalisme, l'ethnique, et tout ça, ça ne va pas bien. Si la Côte d'Ivoire a été bâtie sur des principes forts de Houphouët-Boigny. Sinon, aujourd'hui, là, avec ce que Dramane est en train de faire, ça allait être la dislocation totale de la Côte d'Ivoire. Donc, nous ne voulons pas ça. Nous voulons une Côte d'Ivoire unie. On ne veut plus parler, on ne veut plus entendre parler des Djoula, de nos frères du Nord. Nous sommes tous des Ivoiriens. Et je salue cette initiative. Dans l'avenir, on nous dira beaucoup plus le contenu, mais ce que nous avons déjà, c'est se mettre en rang de bataille pour obtenir une élection juste et transparente. C'est ça. Très bien. Une élection juste et transparente, c'est ce que souhaitent tous les Ivoiriens. Si maintenant Dramane Alassane peut gagner dans une élection juste et transparente, qu'il gagne. Celui qui peut gagner dans cette bataille juste électorale, c'est tout ce que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire. Donc, je m'arrête là pour le moment. Merci. D'accord, merci. Alors, M. Adjaye, vos impressions avant que je pose ma prochaine question, qui est celle de l'absence de M. Bleu Goudé au sein de cette alliance. On n'a pas entendu parler du COGEP. Merci, c'est ça. Merci, Kwasi Dougan. Vous savez, on nous a toujours dit que c'est quand le mur est fendillé que les cafards entrent. Les Ivoiriens ont un problème d'union et d'unité. C'est les Ivoiriens eux-mêmes qui ont bradé leur pays et les autres en ont profité. Mais, comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, si aujourd'hui se rend compte qu'il faut se mettre ensemble, c'est une bonne chose. Sinon, dès le premier jour, moi j'ai toujours dit sur cette radio que nous sommes dans deux nations en une. À Côte d'Ivoire, il y a deux nations. Donc il faut que la nation ivoirienne s'unisse pour faire face à l'autre nation. C'est aussi clair que ça, aussi simple. Ça peut paraître compliqué, mais c'est aussi simple que ça. Quand les Ivoiriens vont apprendre à s'unir et que ce qui va les unir sera plus grand que ce qui les désunit, je pense qu'on pourra se retrouver. Donc c'est une bonne chose. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout, qu'ils laissent de côté les intérêts personnels, qu'ils désignent quelqu'un qui peut faire l'unité et qui peut nous sortir du joug colonial. C'est tout ce qu'on recherche. La souveraineté n'est pas une option pour nos pays africains. C'est pourquoi nous continuons de saluer le Burkina, le Mali et le Niger. Ça commence là, sur le petit noyau là.
Si tout le monde peut y entrer, je pense qu'on sera plus fort. Parce que c'est ensemble qu'on est fort. Je vous remercie. Alors, Blé Goudé n'est pas dans cette alliance. On parle du COGEP, on nous parle du GPS qui a été dissous par M. Ouattara, mais M. Soro Guillaume et le GPS font partie de cette alliance, mais on n'a pas entendu parler du COGEP. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Blé Goudé n'est pas n'est pas dans cette coalition? Bon, je peux toujours commencer avant, parce que disons, comme il a été le premier à commencer. Oui, vous continuez, comme vous avez la parole, donc continuez avant que j'aille vers M. Dunga. Vous voyez si c'est ça. Quand l'affaire est petit, qu'on ne l'a pas cassé, quand il devient gros, il devient problème. Quand Babou est rentré, que Blé Goudé est rentré, si Babou avait fait table rase, qu'il avait appelé son petit, et c'était ça, tout le monde avait vu que le petit allait voir son papa, ils se sont parlé, ils ont parlé. Il n'y avait pas de problème, mais ils ont laissé l'affaire grossir. C'est pas aujourd'hui là que le COGEP va aller se livrer. Non, c'est même pas possible. Si Babou veut que le COGEP vienne à cette alliance-là, comme il a ouvert ses bras, bon, il faut qu'il étende et qu'il appelle le COGEP. Le COGEP va répondre. Mais tant qu'il ne l'a pas fait, le COGEP ne pourra pas répondre. Mais est-ce que vous pensez que s'il appelle Blé Goudé, il viendra? Il viendra. Un enfant, il a toujours dit, Babou, c'est mon père. Si le père refuse de voir l'enfant ne peut pas aller monter sur le mur pour aller le voir. C'est le père qui doit ouvrir sa porte. C'est aussi simple que ça, si c'est ça. Quand ton père ne peut pas te voir, tu n'as pas lui forcer la main. Il faut que lui-même lui dise, bon, allez-y, appelez mon petit. C'est tout. Voilà. D'accord. Alors, M. Kwasi Dunga, Blé Goudé n'est pas dans cette alliance. Je ne suis pas d'accord avec ce que, comment ça s'appelle, le frère Laurent vient de dire. Il ne faut pas faire un faux procès au président, comment ça s'appelle, il ne faut pas, excusez-moi. Ok. Merci. Vous m'entendez bien, hein? Oui. Okay. Oui, on entend très bien. Ok, il ne faut pas faire un faux procès M. Laurent Gbagbo. M. Laurent Gbagbo, ça fait pratiquement un mois, il a lancé un appel à Bonois. Mais ce qui vient de se passer ce week-end-là, ce n'est pas une affaire personnelle de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas une affaire personnelle de M. Laurent Gbagbo ni du PPRCI. L'initiative a été prise par qui? Qui a pris cette initiative de convoquer comment s'appelle ces assises-là, cette union? Qui a convoqué? Est-ce que c'est le PPRCI? Non, je ne le pense pas. Et c'est pas un responsable du PPRCI qui a été élu, qui a été choisi. C'est Mme Gbagbo qui a été choisie pour coordonner cette activité. Donc, je pense que le président, la guéguerre entre Gbagbo et son fils, ça relève d'autres choses. Mais ce que je voudrais apporter une précision, c'est que à un moment donné, depuis la CI, à la CPI, à la Haye, M. Gbagbo et M. Blé Goudé n'étaient plus dans le même moule. Il faut que vous oui, mais M. Dunga, qui a convoqué cette réunion? Ah, mais c'est vous qui êtes venu poser. Moi, je ne connais pas grand-chose sur ce truc-là. Non, je vous pose la question, c'est un peu une question rhétorique parce que ce soit Mme Simone Gbagbo ou bien M. Tidiane Thiam ou bien M. Laurent Gbagbo qui a ouvert ses bras et qui certainement a demandé aux autres de venir, mais c'est encore lui qui devrait appeler tout le monde. Si vraiment il veut être le leader de l'opposition, il veut rassembler tout le monde, je ne pense pas qu'on doit trier les gens qui doivent venir à cette coalition. Blé Goudé, oui. je ne pense pas qu'il va pas Blé Goudé ne va pas se lever. Un matin, on lui dit non, il y a une coalition et puis au coup il vient. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, à mon sens.
Oui, mais Pablo vous a dit que lui n'est pas venu pour organiser l'opposition. Il a été clair. Ce n'est pas lui qui va organiser l'opposition. Il a lancé un appel à l'union. Maintenant, je demande qui a convoqué cette union-là, comment ça? Qui a convoqué les partis politiques? Est-ce que c'est Gbagbo qui les a personnellement invités? Est-ce que c'est Gbagbo qui a invité Simone Evé, le PDCI, et puis ceux qui étaient présents là-bas? C'est pas c'était pas les présidents des partis qui étaient présents là-bas. Chaque parti s'est fait représenter. Chaque parti s'est fait représenter. Et Mme Simone Gbagbo a été choisie pour coordonner cette alliance, cette union de l'opposition. Donc, je ne veux pas accuser Laurent Gbagbo de n'avoir pas appelé personnellement M. Blé Goudé de venir à cela. Ce que je veux dire, et c'est ce qui va arriver bientôt, on va voir le dos de tous les nageurs. L'opposition vient de mettre en place sa plateforme de combat pour les élections de 2025. Le parti au pouvoir, le RDR, va mettre aussi en place ses, comment ça s'appelle, mettre en place sa plateforme, son alliance pour conserver le pouvoir en 2025. Donc ne nous plaisons pas. Si on n'a pas vu un élément dans un ensemble donné, mais cet élément peut être dans l'autre ensemble B. Donc, attendons de voir. Donc, ne faisons pas de suppositions pour accuser... que Blé Goudé soit dans le RHDP avec M. Ouattara, c'est ça? M. Bakongo nous a dit ici, M. Dogbo, qui était au FPI, qui est aujourd'hui à Finguissan, a fait une vidéo avant-hier, c'est sorti sur les réseaux. Eux, à Finguissan, FPI, ils sont avec le parti au pouvoir. Ils ne sont pas concernés par la perte de Gbagbo à Bonois. C'est clair, là. Donc, ne rentrons pas dans des condamnations injustifiées. Attendons la suite. Monsieur, tout le monde... Oui, mais la raison pour laquelle nous posons ces problèmes, c'est que quand quelqu'un lance un appel, quand quelqu'un dit, écoutez, quand le président Bézier a lancé son appel, il a fonctionné à partir de cet appel et il a fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Donc, quand il a lancé l'appel, il a demandé à tous ceux qui étaient avec lui de supporter M. Ouattara. Ça a été fait. Quand M. Laurent Gbagbo lance un appel, mais il faut que cet appel soit précis et clair. Il ne peut pas nous lancer l'appel et puis après on nous dit on ne sait pas qui a invité une réunion, on ne sait pas qui fait quoi, on ne sait pas qui va appeler qui. Je pense que c'est un peu décousu. Vous ne pensez pas? Sur le plan politique, rien n'est décousu. Je lance un appel. Il y a des gens qui ont répondu favorablement à cet appel. Il y a des gens qui ont répondu négativement à cet appel. Maintenant, les gens qui vont se mettre en place, moi je peux lancer un appel et vous, Sister Sarah, vous avez dit, ok, M. Kwasi Dougan a lancé un appel pour aller à la guerre. Moi, je suis là pour tous ceux qui veulent aller à la guerre, venez vous inscrire chez moi. Ça existe aussi. C'est ça que je pose la question. Qui a initié cette rencontre? Gbagbo a lancé l'appel de Bonois, on est d'accord. Mais cette rencontre-là, qui a initié? Et puis, ce n'est pas une affaire de Gbagbo, c'est une affaire de l'intérêt national de la Côte d'Ivoire. Les relations personnelles avec Gbagbo et Blé Goudé n'ont rien à voir dans cette histoire. C'est une affaire de bien commun de l'intérêt national de Côte d'Ivoire. Et si M. Blé Goudé, d'abord, je ne sais même pas s'il a signé ou pas, je ne sais pas. Sister Sarah, vérifiez les signatures. Est-ce qu'il n'y a pas de COGEP? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de COGEP? D'accord, on va revérifier. Il faut revoir parce que je ne sais pas. Je parlais plutôt de la présence physique. Non, mais non. Oui, mais les autres partis politiques, ils n'ont pas envoyé leur président. Le PDC n'est pas... Thiam n'était pas là-bas. Gbagbo n'était pas là-bas. Les autres partis politiques, celle qui était là-bas, il y avait Mme Simone Gbagbo, avec son mouvement, qui est devenu un parti politique.
là hier ou quoi de Madame Bonnie Claverie. De Bonnie Claverie, voilà. Oui, ceux qui, les partis, les petits mouvements, bon, je vais pas dire petits partis, les partis qui étaient représentés par leur président n'étaient pas nombreux. La plupart ont été faits représenter par d'autres personnes, par des gens, par des cadres de leur parti politique. Donc, si M. Kojep n'est pas là, M. Blé Goudé n'est pas là, ce n'est pas ça le problème. S'il a envoyé un représentant, je pense que ça suffit. Donc, moi, j'ai dit de revoir la signature parce que je ne sais pas si le Kojep, je sais que Blé Goudé n'est pas présent, mais est-ce qu'il n'a pas envoyé des représentants? Donc, je suis en train de fouiller, mais j'ai complètement délai ces trucs-là. Bon, moi, ce sont des trucs mineurs. Donc, moi, vous connaissez ma position. Il faut utiliser. Draman Ouattara ne connaît pas le langage de la parole. Il faut utiliser la violence contre lui, comme il a utilisé la violence contre le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, moi, ces trucs-là, moi, je ne suis pas dedans. Oui, bonsoir, Sarah, pasteur Aka, je suis là. Hein. Oui, bonsoir, pasteur. Merci, soyez le bienvenu. Arrivée. Bonne arrivée, et on va prendre aussi automatiquement votre point de vue sur la nouvelle coalition qui vient de... Je demande à M. Aka de vérifier si M. comment s'appelle, Blé Goudé, si le COGEP n'était pas présent à cette truc-là. D'accord. Alors, je voudrais quand même lui donner le temps de donner son point de vue sur cette nouvelle coalition qui est née depuis le vendredi, avec comme porte-parole Mme Simone Gbagbo. Oui, en tout cas, merci, sister. Je salue tous les panélistes qui sont là. Voilà. J'étais un peu absent. Ma partie avait été volée. Dieu merci, j'ai retrouvé. Voilà, donc... Bon, donc ça va. Bon, il faut dire que cette coalition, elle est à saluer. Mais si j'ai bien compris le discours, la présentation qu'a faite Mme Simone Gbagbo, elle a cité la plupart des partis qui ont adhéré à cette coalition. Et elle a même dit qu'il y a d'autres qui sont venus s'ajouter après. Donc, ils n'ont pas eu le temps de les mettre officiellement sur la liste. Mais ce qu'il faut retenir dans cette coalition se met ensemble pour poser un même problème qui ronge la Côte d'Ivoire depuis 2000 ans, je dirais depuis 2015, 2011 ou 2010. C'est-à-dire le problème des élections transparentes, de la crédibilité de la commission électorale, de la crédibilité de la liste électorale, et puis l'inscription de ceux qui n'ont pas encore pu s'inscrire sur la liste électorale. Donc, comme depuis des années, le même cri, c'est les mêmes problèmes, les mêmes causes produisent les mêmes effets, et que chacun d'eux partait de façon individuelle, là, nous ne sommes pas encore arrivés à un stade de élection, non. Ils ont mis juste cette plateforme pour faire une pression sur le gouvernement pour dire voici nos réclamations. Voici ce qu'il faut pour une élection transparente. Mais vous savez, le gouvernement s'en fout, hein. Parce que quand vous écoutez certains intervenants du gouvernement, pour eux, ils pensent que ils font ce qui est juste. Donc, il faut que cette coalition soit agressive. Un peu plus agressive, pas dans le physique, mais un peu plus agressive. Et puis, en même temps, ils ont aussi besoin de se sécuriser. Vous voyez? Donc, je pense que cette coalition vient pour faire des réclamations. Oui, c'est exactement ce que Mme Gbagbo a dit, c'est ce qu'ils ont dit. Voilà. D'ailleurs, il y a un des représentants qui disait que les buts sont simples, hein, la révision de la liste électorale, mettre le président Laurent Gbagbo sur la liste, voilà, et puis bon, garantir l'indépendance de cette coalition.
Mais le problème, c'est que les gens sont en train de signer, mais ils n'ont pas encore signé un protocole d'accord. Donc, apparemment, c'est juste un nouveau bébé qui n'a pas encore eu d'extrait de naissance, si on peut présenter ça de cette manière. Non, n'allons pas vite. Ce qu'ils ont signé, c'est la déclaration qui a été lue par Mme Gbagbo, par Mme Simone. Exactement. Donc, c'est cette déclaration. Et cette coalition n'a pas besoin de se donner une identité. Non. On sait que c'est le groupement de l'ensemble des partis politiques qui ont un même objectif, qui ont les mêmes réclamations par rapport aux élections à venir. Donc, ils n'ont pas besoin de vouloir se donner un nom ou de vouloir, comment on appelle, s'identifier. Tout ça, ça va prendre encore des formes trop juridiques, trop compliquées. Ok. Ouais. Moi, je pense que c'est un problème de fond qui est posé. Il va falloir discuter avec le gouvernement, amener le gouvernement à obéir et à être transparent par rapport aux élections à venir. Il faut que le jeu démocratique soit ouvert, parce que le problème par exemple, de l'enrôlement pour s'inscrire, pour s'enrôler sur la liste électorale, vous voyez que c'est un faux problème. Parce qu'une commission dans un pays qui est crédible, on ne peut pas faire des délais pour que les gens s'enrôlent. Si c'est les moyens, ils n'en ont pas, qu'ils disent qu'ils n'ont pas les moyens. La commission électorale doit être ouverte. Elle doit être de façon permanente, durant toute la durée de l'exercice du mandat du président. Celui qui a ses 18 ans ou 21 ans, qui estime qu'il a l'âge de voter, il fournit les documents qu'il faut, il s'en va s'inscrire. Oui, on ne doit pas attendre forcément à la veille des élections à la veille, pour pouvoir chercher qui a 18 ans, qui est décédé, qui n'est pas décédé. Voilà. Et tout ça, mais Pasteur Aka, c'est dû au fait qu'il y a un manque de structure et d'organisation, parce que, comme vous le dites là, si on avait mis des structures qui supervisent les décès en Côte d'Ivoire et que c'était lié à la commission, dès que quelqu'un décède, on lui dit va à tel endroit pour déclarer ton décès. Dès que le décès est déclaré là-bas, automatiquement la CEI prend note et puis on efface le nom de cette personne-là. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas encore le cas. Non, les structures existent. Le problème, nous avons besoin des gens intègres. La CEI doit être intègre. La CEI doit se mettre dans une position de neutralité. Le problème est que la CEI est influencée par le pouvoir. C'est là le problème. Sinon, c'est pas parce qu'ils ne sont pas honnêtes. Mais c'est le pouvoir qui les a mis là. Ouais, les structures existent. Oui, même si le pouvoir les a mis là, étant donné que vous êtes des citoyens, j'ai écouté la dernière interview du président de la CEI, il a dit quoi? Il a dit que c'est une question de morale. L'éthique morale qui font de nous des valeurs. Ça, c'est juste des paroles. Ça, c'est juste des paroles. Oui, mais justement, c'est à lui maintenant de prouver qu'il a une moralité et qu'il a un cœur ivoirien. Et que les élections, la paix dans ce pays par les élections dépendra de leur commission 2. À un certain moment, il faut des gens qui peuvent prendre des responsabilités pour appliquer ce qui est juste. Que ce soit au niveau de la Cour suprême, que ce soit au niveau de la Cour constitutionnelle, que ce soit au niveau de la commission, peu importe celui qu'on va mettre là, mais si ce n'est pas une personne qui a du courage, qui a une intégrité, pour appliquer ce que la loi dit, pour appliquer ce qui est juste pour le bien-être de la population ivoirienne, on se retrouvera toujours dans ce désordre. D'accord. La coalition va dans ce sens. Voilà. Bon, maintenant, pour le cas de Bleu Goudé, moi, je pense que c'est une question stratégique. Il ne faut pas en vouloir Bleu Goudé. C'est un truc qui est lancé. Il y a beaucoup de problèmes internes qu'il faut régler. Donnons-lui le temps. Voilà. De réfléchir, de voir. Et puis, je pense qu'il prendra une décision. Sinon, les consultations se font en discuterait. Mais je crois que cette réunion, c'est une initiative du PDCI. Il faut bien que nous le sachions. Oui. Mais Mme Gbagbo, puisque c'était tenu à la salle de PDCI, et Mme Gbagbo a été désignée pour conduire cette déclaration. Mais c'est une initiative du PDCI. C'est pour ça qu'on a vu le PPACI,
D'abord, même le PPAC et le PDC ensemble pour réclamer quelque chose, le gouvernement peut rien faire. D'accord. Merci. Alors, dans cette coalition, on a aussi le GPS, et je voudrais aller vers M. Adjei. On a aussi le GPS de M. Soro Guillaume qui est présent, qui fait partie de ceux qui ont signé, tous les signataires. Est-ce que le GPS a un avenir? Parce que nous avons l'impression que c'est un parti fantôme, personnellement, parce qu'on ne voit rien, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'activité. Comme je le dis toujours, en dehors des activistes, il n'y a rien qu'on voit en Côte d'Ivoire, il n'y a pas vraiment d'activité. Alors, est-ce que le GPS est assez vivant pour qu'on le fasse venir dans cette coalition? Et puis, qu'est-ce qu'il peut apporter à cette coalition? Monsieur Adjei, je commence avec vous. Merci, Sarah. Avant de répondre à votre question, je vais juste élaborer un peu sur ce que le pasteur Aka vient de dire. Ce que le pasteur Aka a dit, c'est vrai, toutes les structures sont en place. Mais vous savez, nous sommes dans une dynamique où le RDR veut conserver le pouvoir. Et ils sont tellement malins qu'ils font tout pour violer les règles, pour conserver le pouvoir. Sinon, eux-mêmes, ils savent que le procès qu'ils ont fait, comme d'abord, c'est un faux procès. Ils savent. Ils sont tous des... Quand vous les écoutez sur les plateformes, c'est eux qui citent les lois, tout et tout, mais ils savent bien ce qu'ils font. Et si les Ivoiriens ne sont pas vigilants, ils vont... Doubalou Kubert va arracher le pouvoir pour donner à Ouattara. Ça, c'est aussi clair que ça. C'est pourquoi, si on veut faire cette union-là, qu'on laisse les aigreurs de côté, qu'on laisse les égos de côté, et qu'on le fasse franchement. Et voilà. Mais je vois encore qu'il y a des aigreurs, il y a des vieux alors, oui, on va revenir sur les aigreurs parce que ça, c'est le nœud vraiment de la désunion des Ivoiriens. Alors, voilà. Parlons du GPS. Quel est le poids du GPS dans cette coalition? En fait, le GPS, ce n'est pas le GPS en tant que parti. C'est la personne de Soro Guillaume. Parce que les gens savent que si Ouattara est là où il est aujourd'hui, c'est grâce à Soro Guillaume. Donc, ils ne veulent pas mettre Soro à l'écart. Parce qu'en cas de quoi, Soro il a encore des outils. En cas de quoi, les gens espèrent toujours qu'en cas de quoi, Soro peut réunir un certain nombre de personnes pour se mettre dans la danse. C'est juste pour ça. Sinon, on nous a dit que le GPS était dessous. Donc, un parti dessous, on ne peut pas l'appeler. Pour moi, c'est la personne de Soro, de la personne de Soro qu'il s'agit. Donc, vous pensez qu'on appelle Soro dans cette coalition parce qu'on se dit qu'il peut un matin faire un coup d'État? Je ne comprends pas bien. Non, ils savent que c'est Soro Guillaume qui a pris la tête de leur rébellion pour mettre Ouattara au pouvoir. Donc, si on doit enlever Ouattara au pouvoir, il faut que Soro fasse partie de cette union-là. D'accord, pour donner des stratégies. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, M. Kwasi Nouga, qu'est-ce que vous pensez de la présence de Soro dans cette coalition? Oui, Soro Guillaume est un Ivoirien. Il a un parti politique. Soro Guillaume a été... Oh, tu sais, Draman Alassane, c'est un imbécile heureux. Il faut le laisser à son sort comme ça. N'en déplaise à quiconque que ce soit. C'est un imbécile heureux. Il pense que la Côte d'Ivoire est son champ de manioc, donc il peut faire ce qu'il veut dedans. Qui considère ce que Draman dit, qui considère ça. Draman n'est rien qu'un criminel, un assassin débonnaire, et puis c'est tout. Donc, malgré tout ce que Draman fait, vendre les biens de Soro Guillaume que l'État ivoirien lui a offert, comme l'État ivoirien sous Fouboyen a offert une maison à Draman Alassane quand il était Premier ministre, c'est de cette manière que M. Laurent Gbagbo a procédé pour donner une maison à Soro Guillaume qui n'avait pas de maison à Abidjan. Donc, il a vendu la maison, il a vendu tout. Oui, mais quel est son poids aujourd'hui dans cette coalition? Oui, mais Soro Guillaume, c'est une figure depuis en tant qu'étudiant. C'est pas Draman Alassane qui a fait Soro Guillaume.
Non. Quand Soro Guillaume était faisait le MEI, non pas la FESI, la FESI. Draman Alassane n'était rien. On ne parlait pas de Draman Alassane. Soro Guillaume s'est fait lui-même par son engagement syndical et politique. Est-ce que vous voyez? Donc, Soro Guillaume a gravi beaucoup d'échelons politiques en Côte d'Ivoire, même si on dit n'a jamais travaillé. Mais moi, ici aux États-Unis, ici, il y a des gens, ils sont sortis de l'université net, ils sont rentrés dans la politique jusqu'à mourir. Ils n'ont jamais exercé ailleurs. Aux États-Unis, il y en a plein comme ça. Donc, M. Soro Guillaume, je suis très content que Soro Guillaume rentre dans la République des Ivoiriens. Et la question que vous avez posée, c'est qu'on ne voit pas trop. Non, ils agissent. Hein. Les gens de Soro Guillaume sont très actifs sur les réseaux sociaux et ils sont très actifs aussi à New York, que je connais. Oui, non, c'est ce que j'ai dit. Je dis qu'ils sont actifs. Oui. Non, ils sont actifs sur les réseaux sociaux, mais je veux dire que sur le terrain, en sur le terrain, ils travaillent. Hein, on ne les voit pas encore vraiment. Oui, mais puisque là-bas, il y a une répression dramanienne contre eux, donc là-bas, ils se font pas trop voir. Mais je connais beaucoup de gens en Côte d'Ivoire, de GPS, ils sont en Côte d'Ivoire et ils sont actifs sur les réseaux sociaux. Aux États-Unis, ici, ils sont très actifs. Là, à la fin de ce mois, ils organisent un barbecue où les Ivoiriens sont invités. J'y serai. Je suis très content que Soro Guillaume ait rejoint cette alliance. Et ils sont allés signer. Draman Alassane est-il parti arrêter celui qui a signé pour le mettre en prison? Non. Donc, on s'en fout de ce que Draman décide. Nous, on veut les Ivoiriens ensemble pour pouvoir. Je ne dis pas que Soro Guillaume n'a qu'à venir et puis aller faire un coup d'État. Non, c'est pas ça. Ceux qui pensent ça sont des gens de petit esprit. Vous étiez au pouvoir, on vous a chassé, vous n'avez pas été capable de vous allier à une puissance. Et lorsque vos ennemis s'alliaient à des puissances pour vous chasser, vous n'avez pas été capable à vous allier à une puissance pour vous défendre et protéger. C'est normal. Quand un faible est attaqué, il va chercher quelqu'un pour l'aider à attaquer son attaquant. Mais le RPI ne l'a pas fait, donc on ne va pas accuser, indéfiniment les autres. Hein, est-ce que vous voyez? Donc, Soro Guillaume qui revient, pas parce que je souhaite qu'il aille faire un coup d'État, c'est pas ça mon souci, mais il revient dans la République et je suis fier de lui. Donc, il est la bienvenue et vous allez voir que les choses aussi vont continuer. Oui. D'accord. Merci, M. Dunga. Oui, les choses vont continuer, mais mon problème, le problème de la Côte d'Ivoire d'ailleurs, c'est, vous voyez, c'est toutes ces personnes que nous voyons aujourd'hui qui s'allient, on a un problème de confiance, puisqu'on sait que les Ivoiriens sont très forts dans la trahison les uns envers les autres. On se demande jusqu'où ira cette alliance. Est-ce que on va pas se faire doubler encore? Est-ce qu'on parlera pas de troisième larron ou de quatrième larron quand on va arriver devant? Vous avez le PDCI qui est un parti très fort, très puissant, qui cherche le pouvoir, qui veut le pouvoir, et nous le savons que le PDCI n'est pas prêt à jouer le deuxième rôle dans cette alliance. D'ailleurs, ça s'est passé déjà dans l'enceinte du PDCI. Et puis vous avez M. Laurent Gbagbo qui a créé un nouveau parti, même si c'est une figure emblématique, mais son parti n'a pas encore assez de racines et donc il veut aussi le pouvoir. Tous ses supporters sont convaincus que c'est le prochain Nelson Mandela de l'Afrique. Et puis vous avez Mme Simone Gbagbo qui est une femme qu'on pourrait appeler peut-être dans les années à venir la dame de fer, etc. Donc est-ce qu'il y aura la confiance entre eux? Est-ce qu'ils ne vont pas être dans cette alliance en se surveillant, en se méfiant les uns les autres? Pasteur Aka, avant que j'aille vers M. Adjei. Oui, merci. Moi, je pense que, bon, vous savez, hein, le problème que nous avons avec nos leaders, c'est la caution.
le parti en place fonctionne beaucoup plus avec la corruption. Mhm. Vous voyez? Donc, je ne vois pas le pouvoir aller corrompre le PDCI. Je ne vois pas le pouvoir aller corrompre le PPACI. Je ne vois pas le pouvoir aller corrompre le parti de Mme Gbagbo. Bon, quant au GPS, la présence du GPS. Parce que le GPS, qu'on dise, a été supprimé juridiquement aux choses, mais nous voyons des actions fortes sur le terrain à Abidjan. Ils font des dons, ils font des activités. Très bien. Alors, ouais, donc, et il faut dire qu'aujourd'hui, le GPS a fragilisé le RHDP, surtout au niveau du Nord. Donc, la présence du GPS est un signe fort pour la coalition, pour l'opposition, pour dire que nous voulons effectivement un changement et que les élections se passent dans la transparence et qu'il y ait tout le monde, il y ait l'inclusion. Oui, mais en même temps, il faudrait que dans cette action aussi, il faut influencer aussi la France parce que, vous savez, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays à 100%, n'a pas encore sa souveraineté, puisque la France a tellement d'intérêt en Côte d'Ivoire que, qu'on le veuille ou pas, elle s'implique presque dans beaucoup de décisions. Elle influence sur beaucoup de décisions. Donc, il faut mettre la France en garde, mettre devant. Oui, et je crois que c'est toutes ces actions-là, parce que qu'est-ce que les Ivoiriens recherchent? Que ce soit Alassane Ouattara, Gbagbo, Tidiane Tiam ou whatever, qu'il y ait une élection inclusive, transparente, et que les gens se prononcent sur le programme d'activité. Or, le pouvoir s'appuie sur la tricherie. Ça, faut pas se mentir. C'est-à-dire que déjà, les stratégies qu'ils ont mis en place pour gagner en 2025, ils ne sont pas prêts à recommencer. Donc, moi, je pense qu'il faut encourager cette coalition, parce que vous allez voir, ils vont les tourner en bourreau. Parce que ça fait combien d'années les gens parlent de la commission électorale? Ça tourne, les gens parlent de la liste, ça tourne, les gens parlent de choses, ça tourne, mais le gouvernement... Alors, est-ce qu'on doit s'attendre à des marches aujourd'hui organisées par le PPACI, cette coalition, une marche dans laquelle on va voir M. Laurent Gbagbo, M. Amadou Thiam, Mme Simone Gbagbo se tenir les coudes comme on le voyait à l'époque en Côte d'Ivoire pour faire des marches pacifiques pour réclamer que cette commission-là se mette au pas, par exemple? Est-ce qu'on peut s'attendre à cela? On n'a même pas besoin de marches, parce que les marches là arrangent le pouvoir. Ils ont aujourd'hui les moyens diplomatiques. Avec la présence de Thiam, Gbagbo, qui revient de la CPI, ils savent où il faut taper pour que le pouvoir soit plié. Ils savent. Gbagbo, il a dirigé la Côte d'Ivoire. Thiam, c'est un international. Ils connaissent. Ils savent. Ils connaissent le problème de fond de la Côte d'Ivoire. Donc, ils savent où il faut appuyer. Voilà. Parce que si nous ne faisons pas attention, on va se retrouver comme en 2020. Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Le pouvoir ne va pas faire de changement. Ils ne vont pas changer la CI. Ils ne vont même pas tenir compte de la liste électorale ou bien de l'audit, machin et tout ça. La coalition va dire, bon, si c'est ça, on ne va pas aux élections. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre quelqu'un comme un KKB à l'époque qui va venir être candidat. Oui, bon, si la coalition... Bon, oui, je vous permets de finir. Allez-y, finissez. Ouais. Oui, c'est pour cela que je dis cette coalition-là doit être agressive. Elle doit être ferme. Elle doit être déterminée. C'est-à-dire il y a un prix à payer pour la liberté. Il y a un prix à payer pour la vérité. Il y a un prix à payer pour exiger, quand même pour la Côte d'Ivoire, qui est un pays aussi phare de la sous-région, que nous ayons des élections crédibles. Il n'y a pas de raison. Donc, il faut que cette coalition qui renferme
tous ces anciens leaders qui ont l'expérience de terrain politique, il faut qu'ils soient fermes. Si même ça doit leur coûter leur vie, mais au moins il faut qu'ils prouvent au pouvoir qu'il faut qu'il y ait un changement. Si les changements sont obtenus, qu'on va aux élections, que Ouattara gagne, bon, il n'y a pas de problème. Bon, Ouattara même, évidemment, s'il va être candidat, parce que sur le plan même constitutionnel, il ne peut pas être candidat. Ça aussi, c'est un autre débat. Bon, pour l'instant, pour le RHDP, je vais passer à M. Adjei. Pour le RHDP, Ouattara s'en va pour son deuxième mandat dans la 4e République. Donc, pour eux, il n'y a pas de problème. Donc, à ce niveau-là, son éligibilité ne pose plus de problème pour le RHDP. Ça peut poser problème pour les autres, mais en tout cas, pour eux, c'est comme vous l'avez dit, la tricherie, tout est déjà mis en place pour que M. Ouattara soit réélu haut les mains. Voilà, M. Adjei. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette coalition? Est-ce qu'ils ne vont pas se trahir? Puisque vous avez entendu le pasteur Aka qui a parlé de la corruption, les Ivoiriens qui aiment beaucoup les pots de vin, qui sont très faciles à détourner. Il suffit qu'on leur donne une maison, une voiture, un garde de corps, et puis tout de suite, ils commencent à courir pour le pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est là ma peur. Parce que, vous savez, le FDR fait la politique coloniale. Les colons ont tellement étudié l'esprit et, comment je peux appeler ça, la philosophie du noir. La mentalité. La mentalité du noir qu'ils ne sont même pas inquiets. Ils savent que le noir est beaucoup manipulable, il est affamé d'argent, et donc, il peut facilement s'infiltrer et puis nous diviser. Et puisque les Ivoiriens n'ont jamais, ils se sont jamais unis d'une manière solide, c'est là la grande peur, parce qu'on ne peut pas apprendre à s'unir quand on n'a pas, on peut pas s'unir maintenant quand on n'a pas appris à s'unir quand on était enfant. Un enfant grandit avec des valeurs. Mais si l'enfant grandit bandit, ce n'est pas quand il aura 50 ans qu'il va commencer à prendre les valeurs. C'est ça qui fait ma peur dans cette union des Ivoiriens. Oui, justement, quand on n'a pas appris l'union, quand on est jeune, quand on n'a pas appris l'intégrité, quand on est jeune, et qu'on n'a pas appris, Pasteur Aka parlait de tout à l'heure de payer le prix. Alors, quand on n'a pas appris à payer le prix depuis qu'on était jeune, c'est pas aujourd'hui que les gens vont vouloir payer le prix, accepter d'être sacrifiés pour la Côte d'Ivoire de demain. Alors, c'est ça qui fait un peu peur. Voilà. Néanmoins, il y a de fortes chances que ils arrivent à s'unir et ils fassent une feuille de route et qu'ils aient la même voix, les mêmes revendications. Tant que la liste électorale n'est pas révisée, tant que Koulibaly Quibert est à la tête de la CEI, tant que Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est-à-dire des revendications claires, et puis, comme Kwasi Douga a dit, parce que Aka a dit, Gbagbo a dirigé le pays, il sait par où passer pour pouvoir toucher les points forts. Mais quand le moment arrive, ils se recoquebillent sur eux-mêmes, et puis bon, ils s'en foutent des alliances. Quand tu es faible, il faut avoir derrière toi quelqu'un qui est fort, tisse de bonnes alliances, et puis, comme ça, ta revendication va passer. Mais quand vous ne faites pas ça, vous êtes toujours faible. Or, le RDR, dans cette logique coloniale, eux, c'est la tricherie, le tripatouillage de la Constitution, la violation de la Constitution, et donc, ils s'en foutent de la légalité et de la légitimité. Voilà. Donc, voilà un peu. D'accord. Merci, M. Adjei. Alors, M. Douga? M. Kwasi Douga? Je pense que, excusez-moi, j'étais sur mute là. Je pense que nous sommes arrivés à un tournant très décisif. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, oui, on parle de corruption, on parle de ceci, cela, mais aujourd'hui, là, celui qui va trahir la cause ne se fera pas pardonner par les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont très remontés.
moi, depuis que Draman est au pouvoir, moi, je ne suis pas allé au pays, mais nous avons, bon, je sais comment je me rends au pays, je sais comment je vis là-bas et puis je reviens. Bon, mais les Ivoiriens ne sont pas contents. Les Ivoiriens ne sont pas contents. Aujourd'hui, les Ivoiriens parlent ouvertement. Ils expriment ouvertement leur ras-le-bol. Alors, s'il y a des gens qui pensent que en infiltrant une telle alliance pour pouvoir vendre des informations à Draman Alassane, ça peut pas, ça ne peut pas, ça peut avoir lieu, mais à un degré très moindre. Donc, moi, je ne vise pas ça, parce que aujourd'hui, cette plateforme, comme l'a dit dans son discours Madame Eivé. Maintenant, on ne peut plus appeler Eivé Gbagbo puisqu'ils sont divorcés depuis 2 ans et que le président Gbagbo s'est remarié. En tout cas, il faut dire il faut dire comment s'appelle Nadi Bamba. Elle a attendu longtemps. Aujourd'hui, elle a eu ce qu'elle voulait. Donc, je dis à toutes les femmes, ne désespérez pas. Un jour, peut-être que vous allez gagner. Non, pas dans ce genre de conditions. Madame, il faut laisser ça. C'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. C'est une parenthèse que j'ouvrais. C'est ça. Donc, fermez-la très vite parce qu'elle va nous je l'ai fermée. Je l'ai fermée. Alors, on parle de la confiance. Est-ce qu'ils auront confiance les uns aux autres pour mener ce combat-là, pour faire tomber le pouvoir de M. Ouattara? Pour le moment, ce n'est pas une affaire de tomber le pouvoir de M. Draman Alassane. Pour le moment, c'est de revendiquer des élections justes et transparentes. Et pour avoir des élections justes et transparentes, il y a des principes qu'il faut mettre en place. Il y a des fondements qu'il faut mettre en place. Le recensement, le découpage, et puis, comment s'appelle, la tranquillité de mener campagne sur tout l'étendue du territoire. Il faut que tout ça là soit garanti. Maintenant, on va aux élections. Cette feuille de route, je ne pense pas qu'elle va dire que, OK, Draman Alassane, tu n'es pas éligible. Non, ce n'est pas elle qui décide. L'objectif, c'est de mettre en place une alliance qui va poser des problèmes de l'élection au gouvernement et à la commission électorale indépendante pour que cette élection soit transparente. Le deuxième chose que je voudrais dire, remarque que je voudrais faire, c'est que quand vous écoutez M. Cuibert, vous pensez que vous êtes dans le meilleur des mondes démocratiques électorales au monde. Mais c'est un monsieur qui vient à la télévision, qui fait son show, qui fait son cinéma, il parle et les idiots avalent ce qu'il accepte. Mais au fond, il travaille au fond. Aujourd'hui, les populations du Nord sont multipliées par 100, par 1000, par millions. C'est-à-dire pratiquement les populations du Nord aujourd'hui dépassent ou bien sont pratiquement plus de la moitié de la population du reste de la Côte d'Ivoire. Voici où M. Cuibert ou la commission électorale indépendante est en train de tricher les élections. Mais tout ça là, dès que les choses vont prendre forme, parce qu'aujourd'hui on vient de mettre en place, ils vont chercher à rencontrer le gouvernement. Ils vont chercher à rencontrer le gouvernement pour discuter des problèmes liés à l'élection juste et transparente. Si maintenant le gouvernement ne fait rien, ils vont le faire. Vous avez, ils vont demander une rencontre. Il y a un représentant du PPACI qui disait qu'ils ont demandé une audience et on leur a dit que le Premier ministre est parti en France et jusque-là, rien. Il est revenu. Mais si le gouvernement continue de les ignorer, alors maintenant, ils vont utiliser d'autres stratégies. Pour le moment, il faut aller à cœur ouvert avec le gouvernement pour discuter. Ces discussions avec le gouvernement ont été ouvertes depuis longtemps. Je sais que ça n'a abouti à rien. Mais voici maintenant une nouvelle coalition. Avant, c'était PDCI,
PPACI. Maintenant, là, c'est une coalition de plusieurs partis politiques qui sont ensemble, qui vont faire entendre une voix unique pour poser les problèmes liés à l'élection de 2025. Si le pouvoir fait la sourde oreille, mais elle va en tirer les conséquences. Mais je pense que dans cette union maintenant, le pouvoir est obligé, condamné même, à les entendre et à discuter avec eux. Auquel cas, ils vont tirer les conséquences de tout ce qui va arriver. D'accord. Merci. Alors, ma dernière question, c'est quels sont les moyens de pression que l'opposition a? Je sais que vous parlez de diplomatie, de M. Laurent Gbagbo qui a été président, qui sait comment il faut faire, mais jusqu'à présent, on a l'impression qu'il n'y a rien de tout ça qui existe, puisque le président Ouattara et son gouvernement font la sourde oreille au problème de la CPI des listes électorales. D'ailleurs, ils ont limité le temps pour les listes électorales, donc ça encore c'est un autre problème. Alors, quels sont les moyens réels dont dispose l'opposition aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire des réclamations et amener le gouvernement à se plier? Oui, ma soeur. Oui, allez-y, attends, je vais finir. Ma soeur, pour le moment, c'est une nouvelle alliance qui vient de naître. Ils n'ont pas une stratégie de va-t-en-guerre. La seule option qui se prépare à eux, qui se présente à eux, c'est demander une audience avec le président, c'est d'avoir une audience avec la commission électorale indépendante pour poser les problèmes. Si à ces deux niveaux, il n'y a pas, on fait toujours le silence, on ne les reçoit pas, ou bien on ne tient pas compte de leurs revendications, alors ils vont trouver une stratégie. Mais aujourd'hui, pour le moment, ce n'est pas aller avoir une stratégie pour aller en guerre contre le gouvernement, bien la CI. Non. Je pense que ceux qui sont là, ce sont des gens de haute carrure politique. Donc, pour le moment, on va dans la discussion, dans le dialogue. On n'est pas encore arrivé à la guerre. Merci. Oui, merci, M. Kwasi Nouga. Alors, est-ce que vous pensez rapidement, avant que je passe à M. Adjei et au Patiaka, est-ce que vous pensez que le boycott serait une option? J'ai dit toujours, on n'est pas encore arrivé là-bas. Parce que aujourd'hui, le monde a trop de problèmes. L'Afrique de l'Ouest a trop de problèmes. Un problème électoral en Côte d'Ivoire, ça va aggraver encore les tensions et ça va aggraver encore les situations. Donc, je pense que pour le moment, nous ne sommes pas là-bas et M. Dramane Alassane aura la bonne foi pour ne pas que le désordre se réinstalle en Côte d'Ivoire et qu'on arrive jusqu'à quoi boycott ou bien marche. Je pense que Dramane Alassane va nous épargner ça. Merci. D'accord, merci. Alors, monsieur Adjei. Oui. Alors, j'ai entendu M. Kwasi Nouga dire tout à l'heure que oui, qu'ils ont demandé rendez-vous et on dit que le Premier ministre est en voyage. Vous vous rappelez de cette phrase d'Alassane Ouattara? Mais il parle de discussion. Mais de quoi on va parler? Vous vous souvenez de cette phrase? Ouattara n'a rien à foutre avec tout ce qui se passe. Ils ont déjà décidé qu'ils ne vont pas croiser quelqu'un pour discuter de quoi que ce soit. Ça, c'est clair. Vous voyez leur comportement. Donc, rendez-vous, discussion, ça, c'est capote. On ne peut même pas, c'est-à-dire, ils ne répondent même pas à ça. Ça, ça fait un. De deux, il faut qu'ils s'unissent dans la sincérité, qu'ils soient forts et qu'ils mènent leurs actions ailleurs que de compter sur des discussions avec Premier ministre. C'est pas Premier ministre qui... Non. Ouattara, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Ouattara s'en fout de vos discussions. Il a déjà dit de quoi on va parler. Donc, quand on se souvient de ça, là, il y a des choses même qu'on ne peut même plus entreprendre. Ils sont dans leur logique. Et Coulibaly Couiber l'a dit, tant que lui, le président de la CEI, le nom de Gbagbo ne va jamais être sur la liste électorale.
il est en même temps juriste, il est en même temps président de la commission électorale, indépendant, il est indépendant et en même temps militant. Donc, c'est là que nous sommes. Il faut que cette union-là se forme et qu'elle cherche d'autres voies, d'autres mécanismes pour faire sa pression. Mais de ne pas compter sur les gens en face. Ça, c'est mon avis. Et est-ce que le boycott est une option? Supposons qu'il lutte et M. Ouattara fait la sourde oreille et les élections arrivent. Est-ce que c'est une option pour eux de dire on va pas aux élections, on boycotte les élections, par exemple? En fait, c'est ce qui va se passer si c'est ça. Ce n'est même pas une question de si. C'est ce qui va se passer parce qu'ils sont en train de jouer à le temps. Ils sont en train de jouer à le temps. Et, parce que Dougal l'a dit tout à l'heure, la population du Nord dépasse la population de la Côte d'Ivoire sur la liste électorale. Ce n'est pas la réalité. C'est tellement fictif, mais c'est la stratégie de Koulibaly. Et si les gens laissent passer ça, c'est que c'est nous-mêmes qui nous sommes mis le doigt aux yeux. C'est aussi clair que ça. Donc, le boycott, ça peut être une option, mais il faut que ce boycott-là soit fait d'une autre manière. Je ne dirais pas que de quelle manière ici, parce que bon, mais ce sont les bonnes guerres. Il faut que ce boycott soit fait d'une autre manière. Il y a d'autres manières. Merci. Merci, M. Adjei. Alors, je vais vous permettre, avant de donner vos mots de la fin, mais je vais le faire avec une question. Vous savez, je pose toujours la question de M. Soro Guillaume. Je voudrais que les gens sachent que je n'ai rien contre M. Soro Guillaume. Mais n'a pas encore répondu. Hein? Oh oui, d'accord. Merci de me le rappeler. Passez à Aka, j'ai failli vous oublier. Oui. Ben, il n'y a pas de problème, je suis là. Oui, allez-y. Oui. Donnez votre point de vue sur la question. Oui, je disais tout à l'heure que la présence de Soro Guillaume est une présence à saluer. Même s'il n'est pas là physiquement, aujourd'hui le GPS est plus majoritaire que le RHDP. La question stratégie. Voilà, oui, non, la question c'est... Ok, la stratégie... Qu'est-ce que l'opposition a comme stratégie pour obliger aujourd'hui le RHDP au pouvoir à se plier? Voilà. Moi, je vais aller un peu dans le sens de Chagui. Regardez un peu depuis 2011. Le président Ouattara s'est jamais assis pour discuter avec l'opposition. Et ça, c'est un problème. Il envoie toujours le Premier ministre, le président de l'Assemblée, mais ceux-là, à qui ils rendent compte, ça à lui, ils vont rendre compte. Ils ne sont pas les décisionnaires. Donc, moi, je pense que la pression de l'opposition, puisqu'ils ont parlé d'une assise nationale, et il faut amener le président Ouattara à s'asseoir autour de cette table de concertation, parce que c'est un candidat. Donc, en tant que candidat, il doit participer à tout ce qui est comme négociation pour une élection transparente. De la même manière que ça s'est passé à Marcoussis, à Burkina, à Tripoli ou bien chose. Accra. La Côte d'Ivoire. À Accra, en Afrique du Sud. Je pense que la sortie de crise de la Côte d'Ivoire doit passer par là. Si l'opposition doit convoquer le président Ouattara, même en France, le président Thiam a les moyens, le président Gbagbo, ils ont les moyens, pour qu'il y ait les diplomates étrangers ou certains présidents étrangers pour s'asseoir, pour parler des problèmes de fond d'élection de la Côte d'Ivoire, il faut qu'ils le fassent. Parce que sinon, tout ce qu'ils sont en train de faire à côté du Premier ministre, là, il va dire quoi? C'est pas lui qui décide. Hubert, c'est pas lui qui décide. Hubert. Preuve en est, le nom de Gbagbo était sur la liste électorale. Qui a enlevé le nom? C'est le représentant du président Ouattara dans la commission électorale qui a pris sur lui, qui est vice-président. C'est lui qui a pris sur lui pour enlever le nom de Ouattara. C'est Gbagbo. Oui, qui a pour enlever le nom de Gbagbo. Donc moi, je pense que, comme ça que j'ai parlé de diplomatie, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, dans sa position dans la sous-région, il faut que l'opposition implique la France. Il faut que l'opposition implique la CEDEAO. Pour que toutes ces revendications-là
ça soit tiré au clair. S'ils ne font pas ça, qu'ils vont tourner autour du Premier ministre, ben ça, ce serait un travail inutile. Donc moi, la stratégie, c'est de faire pression sur le gouvernement en passant par la CEDEAO et en touchant la diplomatie française. Parce que la France a ses intérêts et la France n'est pas prête à perdre ses intérêts en Côte d'Ivoire. Donc il faut les impliquer. Parce qu'aujourd'hui, personne ne s'en plaint si le président Ouattara veut être candidat, il n'a qu'à être candidat, mais les gens veulent que ça soit une élection claire, prédite. Il présente son bilan au peuple, le peuple va choisir. Mais que les choses soient claires. Mais est-ce que la France est prête à supporter quelqu'un d'autre? Est-ce que la France est d'accord pour l'alternative? La France n'aura pas le choix si la demande est faite par la coalition, la diplomatie européenne, la diplomatie américaine, la diplomatie française, ils n'auront pas le choix. Ils n'auront plus le choix parce que ça y va de leur intérêt. Si la Côte d'Ivoire brûle demain, si la Côte d'Ivoire demain se retrouve dans un chaos, écoutez, c'est eux qui vont perdre aussi leur intérêt. Donc ils n'ont pas envie. Non, l'ambassadeur va prendre des sacs d'argent, comme on l'a vu, pour ramener en France à Paris. Oui, mais il faut bien qu'on les implique parce que ce sont des acteurs de la crise post-électorale, qu'on le veuille ou pas. Ce sont des acteurs, il faut les impliquer. Et je pense que le président Thiam, qui a presque le même profil que Ouattara, il connaît le milieu, on va travailler à l'international. Le président Gbagbo qui a servi, qui connaît, il sait ce qu'il a vécu. Moi, je pense que les deux là doivent mettre leur ego de côté et puis travailler sur le bien-être de la Côte d'Ivoire, de telle sorte que tous ces problèmes qui nous amènent tout le temps aux élections de meurtres, de crimes, de machins, de violences, et que les remarques qui sont faites soient vraiment prises en compte. Parce que demander à refaire la liste électorale, demander à auditer la liste électorale, demander à ce que les inscriptions soient faites dans le temps qu'il faut, moi je ne vois pas ce qui empêche le pouvoir d'appliquer. Si ce n'est pas si c'est pas l'intention de la tricherie. Vous êtes au pouvoir, vous avez fait des réalisations, votre bilan, comme ils le disent eux-mêmes, n'est pas comparé. Inattaquable. Donc, on apprécie le développement, on apprécie tout ce qui est fait, mais à un certain moment, le peuple dit, bon, vous avez fait au moins 3 mandats, laissez aussi, on va aussi expérimenter quelqu'un d'autre, c'est tout. Parce que sinon, ça va devenir un pouvoir à vie comme vous faut boigner. Donc, pour conclure, je pense que la coalition doit la diplomatie. Parce que seule la diplomatie peut faire une influence sur le président Ouattara. Sinon, s'ils vont rencontrer le Premier ministre, ça c'est juste une formalité. Le Premier ministre va dire quoi? Il va prendre des décisions, il va les écouter, ils vont faire une communauté bidon, et puis c'est tout. Mais dans le fond, là, l'exercice, qui décide? C'est le président Ouattara qui décide. Voilà. Donc, ça, c'est un peu mon avis, quoi. D'accord. Merci. C'est un avis bien reçu. Alors, je vais vous donner l'opportunité de donner vos mots de la fin. Voilà. Coalition, nouvelle coalition. C'est vrai que nous saluons l'arrivée de cette coalition. Nous avons beaucoup d'espoir. Mais les grandes questions demeurent. Est-ce que cette coalition pourra se battre pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, ou bien alors on va encore se retrouver avec des leaders politiques qui vont se bagarrer pour leur propre paroisse, qui ne prêcheront que pour leur paroisse? Est-ce que dans cette coalition, on ne va pas assister à des trahisons très très profondes? Comme on l'a dit, les Ivoiriens aiment la corruption, ils aiment l'argent, et quand on leur donne les enveloppes, tout de suite ils changent d'avis. Qu'est-ce qui va arriver si la commission électorale n'est pas remaniée, si elle est toujours aux mains du RHDP, parce que c'est le cas actuellement? Qu'est-ce qui va se passer si les listes électorales ne sont pas révisées, puisque déjà on a beaucoup de nordistes qui ont été inscrits et les autres se battent pour y être? Il y a des gens qui n'ont pas encore de carte d'identité pour voter. Donc il y a tellement de problèmes, mais le gouvernement nous dit que tout va bien. Alors, comment est-ce que cette coalition-là va s'y prendre et qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Voici la grande question. Nous allons la suivre de près. Je voudrais donner l'occasion à M. Adjehi de donner son mot de la fin.
Allez-y, M. Adjei. Merci, Sister Sarah. La coalition est bienvenue. Seulement, en la consolidant, ils doivent avoir en tête d'avoir appris les leçons du passé. À ce moment-là, ils avancent sur des bases saines. Ils laissent leur ego et leurs ambitions de côté et ils vont à une coalition pour parler d'une même voix. Ça, c'est un salut. Ensuite, il faut qu'ils se mettent en tête que Ouattara a dit depuis longtemps que leur discussion là, lui n'en a qu'à foutre de quoi on va parler. Qu'il ait ça en tête. Et qu'il sache que Ouattara va jamais accepter de les croiser pour discuter. Il faut qu'ils mettent ça en tête. Qu'ils cherchent d'autres stratégies. Mais, en troisièmement, si, comme on dit en anglais, bon, qu'est-ce que je voulais dire? Si ils voient que, bon, ce n'est pas possible, comme on dit en anglais, ils push come to shove. C'est-à-dire, si ils se voient devant le mur et qu'ils savent qu'il n'y a aucune ouverture, alors ils regardent à côté, qu'ils prennent d'autres exemples. Et il y a les moyens de le faire. Il y a quelque chose qui s'est passé au Nigeria il n'y a pas longtemps. La semaine passée, c'est aussi une option. Et puis bon, comme le patient a dit, il faut impliquer la diplomatie internationale, il faut même impliquer la CPI, parce que ceux aujourd'hui là qui ont créé les problèmes en Côte d'Ivoire, ils ont réuni l'eau, ils ont créé les problèmes, et puis ils sont allés s'asseoir. Et ils laissent les Ivoiriens se battre entre eux. Il faut qu'on aille vers eux pour leur dire, c'est vous qui avez créé les problèmes. Bon, quand on leur dit pas ça ouvertement, mais quand on leur dit, les problèmes que vous êtes venus créer, on a créé ensemble, là, l'heure est arrivée. Aidez-nous à trouver des solutions. Parce que nous ne voulons plus aller en guerre après une élection. Et puis bon, il y a l'Union, il y a CEDEAO qui est là, l'Union africaine, toutes les institutions sont là, l'ONU. Et puis bon, qu'ils tirent vers eux certaines chancelleries, certaines opinions internationales. Et puis bon, on va voir. Sinon, il faut se mettre en tête que le RDR, Koulibaly Coulibaly et Draman sont dans une logique de conserver le pouvoir. Ça, c'est ça leur stratégie. Et ça ne changera pas. Le nom de Gbagbo ne sera jamais sur la liste électorale. Alors, il faut que cette coalition cherche des voies, des moyens pour pouvoir adresser leurs revendications. Merci. Merci, M. Adjei. Oui, il faut que l'on s'asseye et que l'on discute. Alors, Monsieur Kwasi Dunga, allez-y pour votre mot de la fin. Oui, merci, Sister Sarah, merci, Pasteur Aka et le frère Adjei. Je pense que Draman Alassane n'a pas d'autre solution que de recevoir ce groupe, même si c'est entêté depuis longtemps. Les gens lui font quand on rencontre le Premier ministre, même s'il ne veut pas les rencontrer, et qu'il rencontre le Premier ministre les rencontre et que les choses changent, c'est bon. C'est bon, c'est tout ce qu'on cherche. Ce n'est pas la présence formelle du Draman qui est la plus importante. On veut que les choses changent. Si actuellement, parce que je sais que d'ici là, cette nouvelle coalition va demander une audience avec le gouvernement. Le premier responsable du gouvernement, c'est Mambé. Il va leur prêcher sa doctrine, souffrir pour être heureux, souffrir pour rentrer au paradis. Et puis, on va voir. Mais ce que je suis sûr, les élections, c'est dans un peu plus de 15 mois. Dans 15 mois, si Draman insiste dans ce chemin qu'il a adopté depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, mais il va mener la Côte d'Ivoire à la catastrophe. Et ceci ne va pas arranger et même la France. Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres partenaires plus puissants que la France qui sont aux aguets. Il faut faire très attention. Il y a des partenaires plus puissants que la France qui sont aux aguets et qui attendent des situations comme ça pour bondir. Donc, si M. Draman Alassane s'amuse avec les élections de 2015, je pense que la France
et que la France se met de son côté, qu'il a toujours mené cette force politique en Afrique. Si la France le fait, je pense que la France va se casser parce qu'il y a des puissances qui sont prêtes à s'ingérer dans la politique en Côte d'Ivoire et de prendre même, comment ça s'appelle, d'avoir de très bonnes relations solides avec la France, la Côte d'Ivoire. Donc, il y va dans l'intérêt de la France de conseiller à Draman Alassane que les choses ont changé, les choses sont plus les mêmes et qu'il doit discuter avec son opposition afin de trouver une élection juste et transparente qui n'embrasse pas le pays. Sinon, c'est la France qui va payer cash comme elle a payé au Burkina, au Mali et au Niger. Merci. Mm-hmm. Merci, M. Kwasi-Gouma. Alors, Pasteur Aka? Oui, je pense que souhaitons le meilleur à cette coalition, que la sagesse divine les habite. Voilà, encourageons-les. Déjà, une initiative est prise et qui a salué. Et je pense que quand on voit dans cette coalition le PDCI qui a travaillé le RHDP, donc ils savent un peu comment les choses se passent, le PPACI qui a gouverné la Côte d'Ivoire, le GPS qui a gouverné la Côte d'Ivoire, et Mme Gbagbo, son parti aussi, ils savent ce que c'est que comment les choses se passent sur le terrain. Donc moi je pense que c'est d'abord ces 4 mouvements-là, ces 4 partis politiques-là, vraiment, s'il n'y a pas de corruption, de fissure, d'hypocrisie entre ces 4-là, le pouvoir n'aura pas le choix que de céder. Et ça, ils doivent se dire que c'est une carte qui ne doit pas se perdre. Et Dieu merci, ce sont plus tôt. Ils n'ont pas attendu à 3 mois, 4 mois des élections. Donc, je pense qu'avant la fin de l'année, ils auront des gains de cause. Les changements vont se faire. Voilà. Même si on doit changer la date des élections pour que l'ordre soit mis, ben, ils vont le faire. Mais il n'est pas question d'aller à une élection avec cette commission, avec cette liste, avec ce découpage, avec cette insécurité, tout ça. Non, il n'est pas question. Donc moi, je ne suis pas pour le boycott. Je pense que l'opposition doit faire une pression. Voilà. Et puis, il faut que les voix se lèvent, il faut qu'ils parlent d'un même langage. Et puis, bon, je crois que, comme je dis, la diplomatie ne doit pas être exclue. Ça, leur meilleure stratégie, c'est d'impliquer la diplomatie internationale. C'est la seule voie pour amener le pouvoir à changer. Sinon, si c'est purement interne, connaissant les stratégies du RHDP, ils vont les intimider, ils vont les brutaliser, ils vont trouver des moyens de les faire taire. Voilà. Donc, il faut que cette coalition soit prête à toutes ces éventualités-là. Ça, c'est la conclusion. Mais on les souhaite le meilleur, pour la paix et surtout Merci. pour la cohésion en Côte d'Ivoire. Merci. En tout cas, nous sommes tous ravis de voir la naissance de ce nouveau bébé, cette alliance qui regroupe aujourd'hui le parti de Mme Danielle Boni-Claverie, le PDCI de M. Tidiane Thiam, le parti du président Laurent Gbagbo, le PPACI, et évidemment le parti de Mme Simone Gbagbo. D'ailleurs, c'est même une grandeur d'esprit de la part de Mme Simone Gbagbo de se retrouver dans une coalition avec le monsieur qui, aux yeux de toute la Côte d'Ivoire et de l'Afrique et du monde entier, l'a humiliée. Et donc, elle fait preuve de pardon, preuve de compréhension, et surtout, elle montre aux Ivoiriens que le plus important, c'est le salut pour la Côte d'Ivoire. Le plus important, ce n'est pas le fait qu'elle soit une femme mariée ou une femme humiliée, mais le plus important, c'est que elle puisse se battre pour la Côte d'Ivoire malgré tout, et qu'elle se mette en alliance avec M. Laurent Gbagbo, qui est toujours le père de ses enfants. Donc ce n'est pas son ennemi. Ils sont liés à vie, même s'ils ne sont plus mariés, ils ont des enfants en commun, ils se retrouveront dans des situations communes. C'est déjà une grandeur d'esprit. Et nous espérons que tous les présidents qui sont dans ce parti pourront réellement développer ce qu'on appelle le don de soi, quelque chose qu'on avait entendu à l'époque avec le PDCI du président Fauboigny,
le sacrifice de soi, qui est très important pour un pays, pour que les uns et les autres se rendent compte qu'il ne s'agit pas de leurs intérêts personnels, mais il s'agit de l'intérêt des Ivoiriens. Il s'agit de permettre à la Côte d'Ivoire d'entrer dans une nouvelle ère et de donner aux Ivoiriens ce à quoi ils aspirent en fait. Donc, c'est une très bonne chose. Quelle stratégie est-ce qu'ils vont utiliser pour amener M. Ouattara à plier? Beaucoup ont parlé de diplomatie à l'extérieur, beaucoup ont parlé de pression. En tout cas, nous savons que ce sont des hommes et des femmes politiques. Ils ne sont pas nouveaux dans la chose, ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc, nous les regardons et nous espérons que dans les jours à venir, il y aura des actions encore plus fortes, des actions encore plus probantes pour permettre au pouvoir de comprendre que quand on parle d'un état de démocratie, c'est aussi cela. On doit écouter l'opposition et on espère vraiment que le président Ouattara va accepter, pas parce qu'il est faible, mais parce que lui aussi verra qu'il veut le bien des Ivoiriens, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle des grands hommes, ce sont des hommes qui se sont sacrifiés pour leur peuple et à la fin de son pouvoir, parce que nous croyons qu'il est au soir de son pouvoir, il n'est pas au début, nous espérons que M. Ouattara va écrire son nom sur la liste des héros africains qui ont refusé que leur peuple soit transformé en des pantins et qui se sont battus pour que leur peuple soit libéré. Alors, nous espérons que le gouvernement en Côte d'Ivoire ne verra pas seulement ces banques en Suisse, ils ne verront pas seulement le fait que tous les contrats appartiennent à leurs neveux, à leur maîtresse, à leurs cousines et à leurs cousins, mais ils verront le fait que les Ivoiriens ont besoin de ça. Les Ivoiriens ont besoin de la démocratie, les Ivoiriens ont besoin que les élections soient transparentes, que tout le monde ait son mot à dire. Les Ivoiriens ont besoin d'être inscrits sur les listes électorales. Tous ceux qui sont devenus majeurs depuis 2011 ont le droit de voter et c'est le devoir du gouvernement de donner à chaque citoyen le droit de voter. C'est un droit constitutionnel, c'est un droit, je dirais même naturel, inné à l'homme. On a le droit d'exprimer. Même Dieu ne nous a pas obligés à ne faire que du bien. Dieu nous a mis devant un choix. Il a dit, voici l'arbre du bien et du mal. Je te conseille de ne pas le manger, mais si tu veux le manger, en tout cas, tu es libre. Et Dieu ne nous a jamais forcés. Donc, que chacun des Ivoiriens soit libre de choisir son président et que celui qui a gagné, on puisse vraiment lui dire bravo, monsieur le président, et que les autres puissent le féliciter et qu'on ne soit pas confronté à des microbes qui vont se promener dans les rues avec des machettes pour intimider tous ceux qui veulent aller voter ou bien qui vont dans les urnes pour dire aux gens, on ne va pas intimider tous les fonctionnaires de l'État qui travaillent au nord à forcément voter M. Ouattara sous la menace des dabas et des machettes. Vivement la démocratie pour la Côte d'Ivoire. Vivement la démocratie. Tous ceux qui sont autour de M. Ouattara devront comprendre que vous avez eu votre temps de gouvernance, vous avez mangé. Celui qui n'a pas vite mangé, ce qui vient de manger, c'est déjà pas mal, mais comprenez que le pays est au-dessus des intérêts personnels et c'est là où nous voulons que notre pays, la Côte d'Ivoire, soit. Quand on nous dit que nous sommes les meilleurs en Afrique, qu'on a les meilleurs stades, on a les meilleurs ceci, les meilleurs cela, eh bien, quand on organise bien des concours de Miss, quand on fait de très bonnes organisations de Cannes et qu'on remporte la coupe, mais ça ne s'arrête pas là. On doit montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire est un pays développé. Développé dans la mentalité de ses gouvernants, développé dans la manière de vivre des Ivoiriens, développé sur le plan économique, sur le plan social. On doit pouvoir dire que la Côte d'Ivoire est autosuffisante sur le plan alimentaire. On doit dire que l'IDH de la Côte d'Ivoire est passé de 55e à 23e, etc., etc. Il faut que M. Ouattara nous donne ça. Il nous le doit. Ça fait 13 ans, 14 ans qu'il est au pouvoir. Le président Ouattara nous doit de nous laisser une Côte d'Ivoire qui vit dans la paix. Le président Houphouët-Boigny nous a laissé une Côte d'Ivoire dans la paix. Le président Bédié a quitté le pouvoir
Quand on l'a chassé, il n'a pas voulu faire de bras de fer. Il a laissé la Côte d'Ivoire dans la paix. Nous supplions le président Ouattara de laisser la Côte d'Ivoire dans la paix. Nous supplions le président Ouattara de comprendre que quand on a gouverné pendant 13 ans, 14 ans, 15 ans, c'est le moment de passer le bâton à la jeune génération, de prendre sa retraite et d'organiser des élections libres en Côte d'Ivoire afin que le peuple ivoirien soit préservé. Qu'on ne nous tue pas encore en 2025 parce que quelqu'un veut rester au pouvoir. Non, la tricherie, ce n'est pas moral et tous ceux qui trichent iront en enfer. C'est aussi simple que ça. Et ils vont nous laisser un mauvais héritage, un pays divisé, un peuple qui se hait, un peuple qui s'épie, un peuple qui se méfie. Ce n'est pas une bonne chose. Nous demandons vraiment au gouvernement du RHDP, à tous les moutons, nous demandons, s'il vous plaît, à tous les moutons qui ne font que brouter depuis 2011, de comprendre qu'un pays, ce n'est pas seulement le broutage, ce n'est pas seulement de mâchonner des herbes assis sous un hangar à 16 heures parce que le temps de mourir est passé, ou de gambader comme des petits agneaux qui savent qu'il est 18 heures. Non, un pays, c'est l'intérêt national, c'est l'intérêt du peuple. Quand on veut gouverner, on ne vient pas gouverner pour son frère, pour ses enfants, on vient gouverner pour que son peuple soit à l'aise. Et si les Ivoiriens disent, Monsieur le Président, nous souffrons, le Président doit dire, mon peuple dit qu'il souffre, permettez que j'aide mon peuple. Il ne doit pas se laisser prendre en otage par tous les petits vauriens qu'on a ramassés parce qu'ils étaient dans la rébellion ou bien parce que d'une manière ou d'une autre, leur papa a financé la rébellion ou bien parce que leur cousin, c'est Soro Guillaume qui était le porte-parole des forces nouvelles ou bien parce que quand on était à Ouagadougou, c'est chez notre maman qu'on mangeait. Non, la Côte d'Ivoire doit aller au-delà de toutes ces considérations puériles, grégaires, tribales et complètement sous-développées parce que nous voulons sortir du sous-développement. On nous a dit que nous allons vers l'émergence. Alors nous supplions vraiment le président Ouattara de laisser une Côte d'Ivoire paisible à nos enfants, que M. Ouattara laisse une Côte d'Ivoire réconciliée aux Ivoiriens, qu'on ne puisse plus dire les Djoula ont pris tous les postes, mais que tous les Ivoiriens puissent sourire de voir qu'on a nommé un ministre Baoulé et à côté d'un ministre Djoula, à côté d'un ministre Maouka, à côté d'un ministre Guéré, à côté d'un ministre Abidi. On doit pouvoir retrouver des Ivoiriens qui méritent d'être des ministres et à qui on peut demander des comptes s'ils ne font pas le travail et non pas vivre dans le laxisme, le népotisme, le mensonge, l'hypocrisie, le vagabondage politique, la corruption à outrance en créant des lois iniques, des lois taillées sur mesure pour faire plaisir à un pouvoir concentré au nord. Chers auditeurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons le mercredi. Que Dieu vous garde sur vous et que Dieu garde tout le monde. Merci à Jacques Roger et au Jacques Roger Show. Bonne nuit. Merci. Au revoir.